Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'insuffisance cardiaque droite, plus précisément l'insuffisance cardiaque droite, comme première partie de la conférence. Et la deuxième partie, on va parler du traitement de l'insuffisance cardiaque de manière générale. D'accord? Donc, on va essayer de partager notre cours en deux parties, l'insuffisance cardiaque droite et le traitement de l'insuffisance cardiaque de manière générale. Pardon, je vais essayer de mettre ça. Donc, de manière complète de la question, on va faire quelques définitions de l'insuffisance cardiaque, mais on va se baser beaucoup plus sur la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. Pourquoi la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque? Parce que si on comprend bien la physiopathologie, si on arrive à comprendre la physiopathologie, on va comprendre les symptômes, les signes cliniques, les signes physiques, et bien évidemment, beaucoup plus le traitement de l'insuffisance cardiaque. Parce qu'en se basant sur la physiopathologie, on va comprendre le principe du traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, on va essayer d'aller pas à pas un petit peu pour en arriver à la fin. Donc, comme définition, c'est quoi de manière générale l'insuffisance cardiaque? C'est l'incapacité du cœur gauche ou bien du cœur droit à assurer un débit cardiaque satisfaisant. D'accord? Besoin métabolique. Ça, c'est de manière générale. Mais on parle de l'insuffisance cardiaque droite, c'est l'incapacité de ce cœur droit à éjecter du sang ou dans la petite circulation ou bien dans la circulation pulmonaire. C'est-à-dire la défaillance de ce cœur droit va entraîner une baisse du débit cardiaque dans la petite circulation, une baisse du volume qui est éjecté dans la petite circulation. Par conséquent, il y aura une diminution du retour veineux dans le cœur-gorge. Et bien évidemment, comme résultat, il y aura une baisse du débit cardiaque de manière générale. Donc voilà, c'est l'incapacité de ce cœur droit à éjecter du sang dans la petite circulation. Généralement, la cause la plus fréquente de l'insuffisance cardiaque droite, c'est l'aboutissement final de l'insuffisance cardiaque globale, qui commence initialement par une insuffisance cardiaque qui est gauche, cette insuffisance cardiaque gauche va entraîner une hypertension artérielle pulmonaire, et cette hypertension artérielle pulmonaire va retentir sur le cœur droit et va entraîner une insuffisance cardiaque droite et une insuffisance cardiaque globale. Donc, on va détailler beaucoup plus les mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance cardiaque de manière générale, mais on va essayer de se focaliser sur l'insuffisance cardiaque droite. De manière générale, le cycle cardiaque, vous savez tout ce qu'il comprend deux phases. La systole ventriculaire et la diastole ventriculaire. Et chaque phase, elle comprend plusieurs étapes. La diastole, elle comprend la phase de remplissage qui est rapide, suivie par une phase de remplissage qui est lente et suivie par un remplissage actif. Pourquoi actif? Parce qu'il fait intervenir la systole auriculaire. Concernant la systole ventriculaire, elle comprend trois phases. La première phase, c'est la phase de contraction isovolumétrique, puis la phase d'éjection et puis par la suite la phase de relaxation isovolumétrique. Pourquoi on parle de ça? Parce que si on a une baisse du débit cardiaque, ça veut dire qu'il y a une atteinte, soit au niveau, le problème se situe soit au niveau de la systole, c'est-à-dire lors de la systole, le volume éjecté il est insuffisant, soit au niveau de la diastole, il y aura un problème au niveau de la diastole. Donc, s'il y a une atteinte lors de la phase de la systole, on parle d'insuffisance cardiaque systolique, et si le problème au niveau de la diastole, on parle d'insuffisance cardiaque diastolique, c'est-à-dire à fraction systolique conservée. Ok? Ce débit cardiaque, on est en train de parler du débit cardiaque. Ce débit cardiaque, il dépend de quoi? Il dépend de plusieurs facteurs. Il dépend tout d'abord de la fréquence cardiaque. C'est le produit, par définition, le débit cardiaque, c'est le produit de la fréquence cardiaque multiplié par le volume d'éjection systolique. On va décortiquer cette formule. La fréquence cardiaque, vous avez la fréquence cardiaque, on parle de fréquence normale, on parle de bradycardie, on parle de tachycardie. Cette fréquence cardiaque, elle est sous la dépendance, vous savez tous qu'elle est sous la dépendance du système nerveux autonome. Autrement dit, elle est sous la dépendance du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. Tout ce qui est sympathique, ça veut dire une augmentation de la fréquence cardiaque, et tachycardie, tout ce qui est parasympathique, c'est la bradycardie, c'est la baisse de la fréquence cardiaque. Bien évidemment,
ça fait intervenir des neuromédiateurs par l'intermédiaire des neuromédiateurs qui, qui ont comme cible le nœud sinusal et le nœud auriculoventriculaire. C'est au niveau de ces deux sites qu'il y aura une modulation de la fréquence cardiaque. En résumé, le débit cardiaque, si la fréquence elle est élevée, donc on aura une augmentation du débit cardiaque, et si la fréquence elle est basse, donc par conséquence, il y aura une baisse du débit cardiaque. La deuxième composante de cette formule, c'est le volume d'éjection systolique. C'est très important cette notion du volume d'éjection systolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le volume qui est présent dans le ventricule gauche juste avant la systole. Plutôt c'est le volume qui est présent dans le ventricule à l'éjection lors de la systole, que ce soit du cœur gauche soit du cœur droit. Donc ce volume d'éjection systolique en lui-même, il dépend de plusieurs paramètres ou bien de plusieurs déterminants. Ce volume qui est présent dans le ventricule droit, puisqu'on parle de l'insuffisance cardiaque, il dépend de plusieurs éléments. Il dépend tout d'abord de la post-charge, il dépend de la précharge et dépend de la contractilité myocardique de ce ventricule droit. On va essayer de donner des définitions, des petites définitions pour la post-charge, la précharge et la contractilité myocardique. Pour la post-charge, c'est quoi? Par définition, c'est l'ensemble des forces qui s'opposent à l'éjection du ventricule droit lors de la systole. C'est-à-dire, c'est l'obstacle que subit l'éjection systolique. On parle, par exemple, de l'hypertension artérielle pulmonaire. Si on aura une hypertension pulmonaire, donc cette hypertension va gêner la systole ventriculaire droite et par conséquent, il y aura une baisse du débit cardiaque, bien sûr, un volume qui est moins éjecté dans la circulation pulmonaire. Ça, c'est pour la post-charge. Deuxième exemple, par exemple, comme étiologie, comme cause de l'élévation de la post-charge, les obstacles, notamment l'embolie pulmonaire. Donc, si on a un obstacle au niveau des artères pulmonaires, cela va gêner l'éjection systolique du ventricule droit et par conséquent une baisse du débit cardiaque. Ça, c'est pour la post-charge. Pour la précharge, c'est quoi la précharge? La précharge, c'est le volume télédiastolique, ou bien c'est le volume qui est présent dans le ventricule droit juste avant la systole ventriculaire. Donc, plus ce volume il est important, plus le volume télédiastolique est important, plus ce volume éjecté lors de la systole sera important et plus le débit cardiaque il est important. Donc, comme étiologie, quelles sont les causes qui peuvent entraîner une augmentation du volume télédiastolique ou bien augmentation de la précharge? Généralement, c'est les surcharges volumétriques qu'on peut se voir dans les régurgitations. Par exemple, si on a une insuffisance tricuspidienne, on aura une régurgitation du sang dans les cavités droites. Si on a une régurgitation au niveau de l'artère pulmonaire, aussi, on aura une augmentation de la précharge. Si on a une augmentation du retour veineux, donc c'est une augmentation de la précharge. La troisième composante, c'est la contractilité myocardique. Bien sûr, elle est indépendante de la précharge et de la post-charge. Si cette contractilité myocardique elle est affectée, notamment comme cause par exemple un infarctus du myocarde, donc il y aura une amputation d'une zone de ce myocarde responsable de l'éjection du volume d'éjection systolique. Donc, première cause, c'est les infarctus ou bien l'insuffisance coronaire. La deuxième cause, c'est par exemple, c'est les atteintes primitives des cardiomyopathies. Donc, après, s'il y a une baisse du débit cardiaque, donc soit le problème au niveau de la fréquence cardiaque, s'il y aura une baisse du débit cardiaque, pardon, donc soit pour compenser cette baisse du débit cardiaque, l'organisme va essayer d'augmenter sa fréquence cardiaque, sinon d'augmenter son volume d'éjection systolique. En augmentant le volume d'éjection systolique, le cœur va essayer de jouer sur les trois composantes, que ce soit la post-charge, ou bien la précharge, ou bien de la contractilité myocardique. Donc voilà. Notre organisme va essayer de compenser cette baisse du débit cardiaque. C'est pour ça qu'on parle de mécanisme compensateur.
Quels sont ces mécanismes compensateurs? Ils sont de deux types. Soit de type neuro-hormonal par l'intermédiaire des médiateurs neuro-hormonaux, soit par des mécanismes mécaniques. D'accord? Il y a deux types d'adaptation, mais il y a deux types de mécanismes compensateurs. Concernant les systèmes neuro-hormonaux, les deux systèmes les plus connus, bien la base ou bien la pierre angulaire des mécanismes compensateurs, sont le système sympathique et le deuxième système, c'est le système rénine, angiotensine, aldostérone. Et bien sûr, on a d'autres systèmes qui interviennent moins que ces deux systèmes, mais qui jouent quand même un rôle dans la compensation de cette débit cardiaque. Avant de détailler ces mécanismes compensateurs, il faut savoir que leur but, c'est d'augmenter le débit cardiaque. Mais à long terme, avec le temps, ces mécanismes deviennent délétères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en essayant d'augmenter le débit cardiaque, il va y avoir un cercle vicieux et une aggravation de cette insuffisance cardiaque. On va détailler par la suite pour bien comprendre cette notion de mécanisme compensateur qui devient néfaste par la suite. Concernant les mécanismes mécaniques, bien l'adaptation mécanique, on a ce qu'on appelle soit le cœur va essayer de se dilater selon la loi de Frank-Starling. Cette loi, elle dit quoi? Plus le volume qui est présent dans le ventricule, il est important, c'est-à-dire plus la précharge est importante, il y aura un étirement maximal de la fibre myocardique. D'accord? La fibre myocardique ou bien le sarcomère, il va essayer de s'étirer le maximum pour assurer une systole qui est efficace. Par conséquent, cet étirement, à chaque fois le sarcomère s'étire, par conséquent, c'est quoi? Il y aura une dilatation des cavités ventriculaires. D'accord? Ça, c'est le mécanisme compensateur mécanique, le premier. Pour le deuxième, si on a une augmentation de la post-charge, si la post-charge elle est importante, ce ventricule il va essayer de lutter contre cette post-charge. Par conséquent, il va essayer de s'hypertrophier. D'accord? Il va essayer d'augmenter l'épaisseur de sa paroi pariétale pour vaincre cette post-charge importante. Donc, par conséquent, il y aura une hypertrophie. D'accord? Ces deux mécanismes, ce sont deux mécanismes mécaniques de compensation. Donc, soit il va se dilater, il va finir par se dilater, c'est la précharge elle est importante, soit il va finir par s'hypertrophier, c'est la post-charge elle est importante. D'accord? Et ces deux mécanismes sont délétères. La dilatation, elle va entraîner un remodelage, bien sûr, et donc qui va aggraver davantage la baisse du débit cardiaque. Et l'hypertrophie aussi, elle va entraîner une dysfonction diastolique. Elle va toucher la relaxation, qui est la première phase de la diastole. Donc, ça va altérer la diastole ventriculaire et ça va altérer le remplissage. Donc, on aura soit une dysfonction systolique, soit une dysfonction diastolique. D'accord? Pour les mécanismes neuro-hormonaux, le premier système, on a parlé du système nerveux sympathique. Qu'est-ce qu'il entraîne ce système? Le système sympathique, il fait intervenir des neuromédiateurs, notamment c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Qu'est-ce qui active ce système nerveux sympathique? C'est l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire, s'il y aura une baisse du débit cardiaque, on a ce qu'on appelle des barorécepteurs. Ces barorécepteurs, elles se situent au niveau de la crosse aortique ou au niveau des carotides. Pourquoi barorécepteurs? C'est-à-dire, c'est des détecteurs de baisse de pression. S'il y aura une baisse de pression, ces barorécepteurs vont détecter cette baisse et vont entraîner une stimulation, une libération des neuromédiateurs. Le but de ces neuromédiateurs, notamment la noradrénaline circulante, elle a deux sites d'action. Soit elle agit au niveau du cœur, soit elle agit au niveau des vaisseaux. On va commencer par le cœur, bien sûr, par l'intermédiaire des récepteurs, des bêta-récepteurs. Au niveau du cœur, elle va entraîner une augmentation de l'inotropisme, bien de la contractilité. Cette noradrénaline au niveau du myocarde va entraîner une augmentation de la contractilité myocardique. Donc, pour augmenter le débit cardiaque par conséquence, sinon elle va essayer d'augmenter la fréquence en agissant sur le nœud sinusal et le nœud auriculoventriculaire en augmentant la fréquence. Toujours comme objectif, c'est pour augmenter le débit cardiaque. Ça, c'est les effets bénéfiques du système nerveux autonome. C'est le but.
Mais malheureusement, l'effet délétère, c'est quoi? C'est que cette tachycardie, en consommant, en augmentant, en travaillant plus, on va augmenter la consommation en oxygène du myocarde qui va entraîner une ischémie myocardique fonctionnelle parce que ça travaille plus, ça consomme plus d'oxygène, donc une ischémie myocardique qui est fonctionnelle. Cette ischémie, elle va entraîner une baisse du débit cardiaque. D'accord? Donc, d'un côté, on a des avantages et bien sûr, en parallèle, on a un effet délétère de ce système. Ça, c'est l'action du système nerveux sympathique au niveau du cœur. Au niveau des vaisseaux, que ce soit les artères ou bien des veines, au niveau des artères, le but, c'est la vasoconstriction. Pourquoi vasoconstriction? Parce que le but de l'organisme, c'est d'assurer un débit cardiaque satisfaisant pour les organes nobles, qui sont le cerveau et le cœur. Donc, cela, au dépend des autres, au dépend des périphéries de la peau et au dépend du rein. Donc, ça va entraîner une vasoconstriction pour augmenter, bien sûr, le débit. Malheureusement, cette vasoconstriction, elle constitue une post-charge. Et tout à l'heure, on a parlé, plus la post-charge augmente, plus le débit cardiaque s'abaisse. Donc voilà, plus la post-charge est importante, plus le débit cardiaque diminue. Au niveau des veines, cette vasoconstriction elle est bénéfique, elle va entraîner une augmentation du retour veineux, donc une augmentation de la précharge et par conséquent une augmentation du débit cardiaque. Mais l'effet néfaste, c'est que cette vasoconstriction va entraîner une exsudation du liquide plasmatique vers l'interstitium et va entraîner l'apparition des signes congestifs. Donc ça, c'est l'action du système nerveux au niveau périphérique, au niveau des vaisseaux. Au niveau des artères, ça va entraîner une vasoconstriction et la passage est importante. Au niveau des veines, elle va entraîner une augmentation du débit cardiaque, mais en contrepartie, l'apparition des signes congestifs. Le deuxième système le plus important, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. Pourquoi rénine? Cette rénine, elle est sécrétée au niveau du rein. C'est-à-dire, la baisse du débit cardiaque, elle va être détectée au niveau des reins par l'intermédiaire des récepteurs. Cette rénine, son rôle, c'est quoi? C'est de transformer l'angiotensinogène qui est sécrété au niveau des foies en angiotensine 1. Pourquoi l'angiotensine? L'angiotensine, c'est un puissant vasoconstricteur. Donc, le but de l'organisme, c'est entraîner une vasoconstriction pour augmenter les pressions, le débit cardiaque ou bien les pressions artérielles. Donc, en produisant de l'angiotensine 2, donc, comme première étape, l'angiotensine 1, l'angiotensinogène plutôt en angiotensine 1, et l'angiotensine 1, elle se transforme en angiotensine 2 par l'intermédiaire de l'enzyme de conversion qui est synthétisée ou qui est libérée au niveau des poumons. D'accord? Cette angiotensine 2, elle va entraîner quoi? Elle va stimuler la surrénale pour produire de l'aldostérone. Je vais vous dire pourquoi l'aldostérone et pourquoi ce système. Et aussi, elle va entraîner, bien sûr, une action au niveau des vaisseaux, elle va entraîner une vasoconstriction. Donc, ce deuxième système a pour but deux objectifs majeurs. C'est la vasoconstriction par l'intermédiaire de l'angiotensine 2 et deuxième objectif, c'est la rétention hydrosodée. C'est-à-dire, l'organisme va essayer de retenir plus d'eau, bien sûr, pour augmenter sa volumétrie par l'intermédiaire de l'aldostérone. Cette aldostérone, elle agit au niveau du rein, elle va essayer de réabsorber le sodium et réabsorber de l'eau et bien sûr éliminer du potassium. D'accord? Ça, c'est pour le système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, voilà. Cette angiotensine 2, elle agit au niveau des artères, elle va entraîner une vasoconstriction. Qui dit vasoconstriction dit post-charge importante, donc débit cardiaque qui s'abaisse, c'est l'effet délétère. Ce qui est au rouge, c'est l'effet délétère. En même temps, au niveau des surrénales, elle va induire la libération de l'aldostérone qui va entraîner une rétention hydrosodée, donc augmentation de la précharge et augmentation du débit cardiaque. Mais cette rétention hydrosodée, avec le temps, elle va entraîner quoi? Elle va entraîner un syndrome édémateux. D'accord? Elle va entraîner un syndrome édémateux. Et aussi, la réabsorption du sodium et d'eau va entraîner une libération du potassium, donc une hypocalémie. Et qui dit hypocalémie, des troubles de rythme qui sont graves et mortels. Ça, c'est pour les deux systèmes de neurohormones. Donc, en résumé, voilà. Donc, pour maintenir un débit cardiaque, pour lutter contre la baisse du débit cardiaque, soit en augmentant la fréquence cardiaque, soit
les cavités ventriculaires vont se dilater, sinon ils vont s'hypertrophier. Donc ça c'est au niveau cardiaque. Au niveau périphérique, c'est l'activation des mécanismes neurohormonaux, bien sûr, et il y a bien sûr d'autres systèmes qui sont, par exemple, le système arginine, la vasopressine, les FAN, ou bien le facteur atrien natriurétique, ou bien les BMP. Je vais dire un petit mot concernant les BMP. C'est les BMP, c'est l'abréviation des peptides Brain Natriuretic Peptide. Brain, ça veut dire cerveau. C'est des neurohormones, c'est des polypeptides qui sont sécrétés au niveau des cavités cardiaques et au niveau du cerveau. Leur but, c'est quoi? C'est entraîner, pourquoi natriurétique? Parce qu'il entraîne une excrétion du sodium et excrétion d'eau. Donc, l'organisme, il va détecter cette hyperpression au niveau des cavités droites par l'intermédiaire des récepteurs. Il va, plutôt le cœur, va détecter cette hyperpression, cette surcharge. Donc, il va essayer de lutter contre cette surcharge en libérant des neuromédiateurs qui sont diurétiques et qui sont natriurétiques. On a les BMP, on a les AMP et on a les CMP. AMP, ça veut dire atrial natriurétique peptide. D'accord? C'est des médiateurs neurohormonaux. On peut doser ça. Ça va servir, comme les BMP, elles servent de diagnostic. Si on trouve un taux de BMP qui est élevé dans le sang, ça témoigne que notre patient il fait une insuffisance cardiaque. Et ça sert aussi d'un élément pronostic. Si le taux est très élevé, ça veut dire que c'est un signe de mauvais pronostic. On va essayer d'avancer un petit peu. Donc, le mécanisme compensateur va essayer de compenser momentanément cette baisse du débit cardiaque, mais malheureusement, avec le temps, ça va être néfaste et ça va aggraver davantage notre cardiopathie. Donc, comme conséquence, donc voilà, cette baisse du débit cardiaque d'éjection dans l'artère pulmonaire va entraîner une stase, une accumulation du sang dans la cavité ventriculaire, va entraîner une augmentation de la pression au niveau de l'oreillette droite. Cette hyperpression, par la suite, elle sera transmise vers les deux veines caves, qu'elles soient supérieures ou bien inférieures. Au niveau de la veine cave supérieure, elle va entraîner une turgescence des jugulaires. Et au niveau de la veine cave inférieure, on a quoi? On a le rein, bien sûr, on a le foie et on a les veines périphériques. Donc, concernant le foie, cette hyperpression, cette stase va entraîner une congestion au niveau du foie. Qui dit congestion dit une stase et une mauvaise circulation au niveau des veines hépatiques ou bien la veine centrolobulaire et la veine sinusoïde. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner cette stase, ça va entraîner une ischémie. Une ischémie des hépatocytes. Cette ischémie des hépatocytes, elle va entraîner une nécrose, puis une fibrose, c'est-à-dire une perte d'hépatocytes. D'accord? Et à un stade final, elle va entraîner deux complications majeures au niveau des foies, qui sont l'insuffisance hépatocellulaire, bien sûr, et la deuxième complication, généralement, elle est moindre, c'est la cholestase. Parce qu'il y aura une mauvaise excrétion des sels biliaires, donc une cholestase. Donc, on aura une insuffisance hépatocellulaire, on aura une cholestase hépatique. D'accord? Et un TP, bien sûr, un TP, taux de prothrombine qui est bas, parce que ces facteurs de coagulation sont synthétisés au niveau du foie. Si le foie il est défaillant, donc il y aura une insuffisance de ces facteurs de coagulation. Et au niveau périphérique, cette hyperpression au niveau des veines va entraîner une exsudation, bien sûr, du liquide plasmatique vers l'intestin et l'apparition des signes congestifs au niveau périphérique, notamment les membres inférieurs. Donc voilà, de manière générale, c'est la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque droite. Parlons rapidement et brièvement des étiologies. L'étiologie, généralement, on a parlé tout à l'heure des surcharges en pression ou bien augmentation de la post-charge qui peut se voir dans la sténose pulmonaire ou bien la post-charge conséquence d'une pathologie respiratoire telle que la BPCO, l'embolie pulmonaire, etc. Soit on aura une surcharge en volume, bien sûr, par augmentation de la précharge qui peut se voir dans les vasculopathies régurgitantes ou bien dans les chaînes de gauche-droite. Mais il faut retenir que l'insuffisance cardiaque droite, la cause la plus fréquente, c'est l'aboutissement de l'insuffisance cardiaque gauche, qui va entraîner une augmentation qui va entraîner une nage-tapier post-capillaire, qui va retentir sur les cavités droites et entraîner une insuffisance cardiaque qui est globale.
Troisième étiologie, troisième type d'étiologie de l'insuffisance cardiaque droite, c'est le problème, c'est au niveau du remplissage. D'accord? Soit on aura une adiastolie. Adiastolie, ça veut dire on n'a pas de diastole. C'est-à-dire il y a une gêne de la diastole qui peut se voir dans la péricardite constrictive. Péricardite, c'est l'existence d'un sac qui est inextensible qui gêne le remplissage ventriculaire. Sinon, dans la tamponade, bien sûr, l'épanchement péricardique est important, il gêne le remplissage diastolique et va entraîner une adiastolie. Sinon, un mauvais remplissage, pas de passage du sang de l'oreille droite vers le ventricule droit qui peut se voir dans le rétrécissement tricuspide. Plus rarement, on aura une atteinte primitive du muscle myocardique, tel que l'infarctus du ventricule droit qui est rare, ou bien les atteintes primitives du muscle ventriculaire droit. Mais grosso modo, il faut retenir que l'étiologie la plus fréquente, c'est une insuffisance cardiaque gauche qui évolue vers l'insuffisance cardiaque droite et globale. Donc, concernant les symptômes de l'insuffisance cardiaque droite sont en rapport avec les signes congestifs. C'est la stase sanguine, que ce soit au niveau du foie, que ce soit au niveau périphérique. Donc, le premier signe, c'est les hépatalgies d'effort, c'est la conséquence de la congestion hépatique, bien sûr. Ces hépatalgies, elles se viennent bien évidemment à l'effort. Tout d'abord, à l'effort, c'est un signe qui est inconstant, mais à un stade avancé, il peut survenir au repos. Caractérisé par le type, bien sûr, un type de lourdeur et de pesanteur, ces hépatalgies, siège au niveau de l'hypocondre droit, bien sûr, et la survenue beaucoup plus à l'effort. Concernant la dyspnée, généralement, elle est en rapport avec la pathologie causale. Donc, soit elle est en rapport avec l'insuffisance cardiaque gauche, soit elle est en rapport avec la pathologie respiratoire responsable de cette insuffisance cardiaque droite, telle que la BPCO, l'embolie pulmonaire, etc. Ça, concernant les signes fonctionnels, à l'examen physique, qu'est-ce qu'on doit rechercher à l'examen physique? C'est important. L'hépatomégalie, c'est toujours les signes de surcharge ou bien les signes de stase. L'hépatomégalie, elle a des signes qui sont pathognomoniques ou bien caractéristiques de l'hépatomégalie, ce qu'on appelle le foie cardiaque. C'est un foie qui est lisse, qui est ferme et qui est douloureux à la palpation. Bien sûr, le signe pathognomonique, il est accompagné d'un reflux hépatojugulaire. D'accord? C'est une hépatomégalie qui est ferme, qui est lisse, qui est douloureuse et qui s'accompagne d'un reflux. C'est-à-dire, si on exerce une pression au niveau de l'hypocondre droit, on va remarquer une turgescence, un reflux plutôt hépatojugulaire, qui est caractéristique, qui est pathognomonique du foie cardiaque. La turgescence spontanée jugulaire, bien sûr, c'est la conséquence de l'hyperpression au niveau de l'arrière droite et dans la veine cave supérieure. L'oligurie. D'où vient cette oligurie? Bien sûr, c'est après l'intervention du système rénine-angiotensine-aldostérone, il y aura plus de rétention d'eau, moins d'excrétion, bien sûr, d'eau, donc on aura une oligurie. Généralement, c'est la conséquence des mécanismes compensateurs, c'est des urines qui sont foncées. Les édèmes périphériques, ils ont des caractéristiques à apprendre, parce que les œdèmes, on a plusieurs étiologies d'œdèmes. Les œdèmes peuvent être d'origine hépatique et peuvent se voir dans les cirrhoses, peuvent être d'origine néphrotique, mais les œdèmes d'origine cardiaque, elles sont blondes, elles sont mous, elles sont indolores et gardant le godet. C'est très caractéristique et généralement on les trouve dans les zones d'équilibre, c'est-à-dire dans les extrémités, dans les zones d'équilibre. Ils sont bilatéraux, d'accord? Un stade très avancé, on a ce qu'on appelle le tableau d'Anasac, c'est-à-dire un épanchement de toutes les séreuses. Là où il y a une séreuse, on aura une exsudation, bien sûr, du liquide plasmatique qui va entraîner un épanchement péricardique, un épanchement pleural, une acide, etc. Ça se voit dans l'insuffisance cardiaque globale réfractaire. D'accord? Prise de poids, bien sûr, c'est la conséquence d'une rétention hydrosolide. Ça, concernant les signes. Les signes périphériques, c'est en rapport avec la congestion. Au niveau du cœur, les signes cardiaques, généralement, c'est un examen qui est pauvre. Mis à part la tachycardie, bien sûr, c'est le premier mécanisme compensateur. Donc, on trouve une tachycardie. On trouve un galop droit. Le galop, c'est un bruit surajouté. C'est un B3. C'est un bruit surajouté au B1 et au B2. C'est un galop protodiastolique, c'est-à-dire on l'entend au début de la diastole qui témoigne d'une insuffisance ventriculaire gauche. D'accord?
On recherche aussi le signe de Haaser. C'est quoi le signe de Haaser? Si on met le pouce au niveau de l'appendice xiphoïde, on va palper la dilatation du ventricule droit qui est caractéristique d'une insuffisance cardiaque droite. On cherche aussi l'éclat de B2 au failli pulmonaire, bien sûr, qui est un signe d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est-à-dire, cette hypertension artérielle pulmonaire va entraîner un éclat de B2, qui est très caractéristique. On recherche aussi le signe d'insuffisance tricuspide. Donc, dans l'insuffisance cardiaque droite, il y aura une dilatation, déjà, des cavités droites et de l'anneau tricuspide. Lors de l'inspiration, il va y avoir une augmentation du retour veineux, donc une dilatation davantage de cet anneau tricuspide qui va aggraver cette insuffisance tricuspidienne et on entend très bien le souffle dité, qui est caractéristique bien sûr dans l'insuffisance cardiaque droite. Et bien sûr, on recherche aussi les signes auscultatoires de la cardiopathie causale. Par exemple, si le problème il est à gauche, on va entendre bien sûr les signes en faveur d'une cardiopathie qui est gauche. Grosso modo, ce sont les signes cardiaques. Généralement, l'examen est pauvre, mais il faut rechercher quand même ces signes qui confirment l'étiologie droite de ces symptômes. Donc, voilà le signe de Haaser. Voilà les blancs qui sont. Il faut retenir que c'est des blancs mous indolores et gardant le côté. Ils sont bilatéraux et au niveau des parties d'équilibre. Et voilà la turgescence spontanée des jugulaires. Donc voilà, on va compléter rapidement par l'électrocardiogramme. L'ECG, généralement, on recherche les signes droits. En plus de la tachycardie qui est constante, on recherche les signes droits, que ce soit l'hypertrophie droite, auriculaire droite, ou bien l'hypertrophie ventriculaire droite. Et à un stade avancé, on peut trouver des troubles de rythme liés à la dilatation de l'oreillette droite et qui va entraîner une arythmie, une ACFA ou bien une arythmie complète par fibrillation auriculaire. Donc, le télothorax, bien sûr, on recherche aussi, bien sûr, toujours les signes de dilatation des cavités droites, que ce soit le ventricule droit ou bien l'auricule droit. La dilatation du ventricule droit, elle va entraîner une surélévation de la pointe en sus diaphragmatique. Et la dilatation de l'oreillette droite, elle va entraîner un débord de l'arc inférieur droit. Donc, voilà les cavités cardiaques, que ce soit le ventricule droit ou bien l'auricule droite. On va trouver aussi une dilatation de l'artère pulmonaire qui va toucher l'arc moyen gauche qui devient bombé. Ça, c'est le troisième signe. Et on recherche bien sûr les pathologies respiratoires ou bien les anomalies parenchymateuses qui peuvent être la cause de cette insuffisance cardiaque droite. Donc voilà. L'examen biologique permet aussi de pousser le diagnostic en confirmant le diagnostic d'insuffisance cardiaque et ce déséquilibre entre les besoins et l'apport qui va entraîner une hypoxie. On va trouver aussi, bien sûr, les anomalies respiratoires généralement responsables de cette insuffisance cardiaque droite. Elles se traduisent par une acidose ou bien une alcalose, bien sûr. Et on aura au niveau du foie. Tout à l'heure, on a parlé du foie cardiaque, on a parlé de l'insuffisance hépatocellulaire, qui se traduit par l'augmentation par une cytolyse, parce qu'il y a une ischémie, donc une cytolyse, une lyse des hépatocytes. La cytolyse se traduit par une augmentation des azates et des alates. Généralement, dans la cause cardiaque, généralement, on a plus d'azates que les alates. Généralement, ça dépasse les 100 fois la normale. On peut trouver aussi un syndrome de cholestase, mais généralement, c'est une cholestase qui est modérée. La bilirubine peut être modérément élevée, mais on peut trouver des gamma-GT et des phosphatases alcalines qui sont augmentées. À un stade très avancé, on peut trouver une insuffisance hépatocellulaire carrément avec diminution des facteurs de coagulation tels que le TP, l'albumine, etc. D'accord? Au niveau des reins, généralement, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle parce que le système rénine, angiotensine, aldostérone, il va entraîner une oligurie. Donc, moins d'excrétion du sodium et d'eau, donc élévation de la créa et élévation de l'urée. C'est une insuffisance généralement qui est fonctionnelle et qui est toujours généralement collée au foie cardiaque. Bien sûr, les anomalies électrolytiques, généralement on les trouve comme résultat du traitement diurétique qui est prolongé et bien sûr
Les BMP, on a parlé tout à l'heure des BMP, les précurseurs des BMP, c'est les NT-proBNP, qui sont des polypeptides ou bien des neurohormones. On peut les doser pour confirmer le diagnostic d'insuffisance cardiaque et comme élément aussi pronostic de cette insuffisance cardiaque. Pour confirmer le diagnostic de l'insuffisance cardiaque droite, on est obligé de faire une imagerie. Le gold standard, c'est l'échocardiographie qui permet bien sûr de rechercher toujours la cause, qu'elle soit gauche, l'insuffisance mitrale, le rétrécissement mitral par exemple, bien sûr de rechercher les causes à droite, telles que l'insuffisance tricuspidienne et préciser son mécanisme, et rechercher, calculer les pressions artérielles pulmonaires, et bien sûr éliminer les autres étiologies qui peuvent toucher le cœur droit, telles que la péricardite constrictive et la tamponade. Le cathétérisme cardiaque droit, il est moins utilisé parce qu'on a l'échocardiographie, dont 99% a permis d'aider le diagnostic. Généralement, le cathétérisme cardiaque droit, il est réservé en cas de doute diagnostique si on a une discordance entre la clinique et l'échocardiographie. Donc, comment va évoluer notre insuffisance cardiaque droite? Ou bien, généralement, l'insuffisance cardiaque, c'est le même principe qu'en insuffisance cardiaque gauche. Cette insuffisance cardiaque droite, elle va évoluer par des poussées-rémissions, c'est-à-dire sur un fond d'insuffisance cardiaque chronique, il va y avoir des poussées d'insuffisance cardiaque aiguë, c'est-à-dire des épisodes d'aggravation qui va mener le patient à consulter et peut-être à être hospitalisé, donc de temps en temps. Mais il faut savoir que dans l'insuffisance cardiaque, plus les poussées sont rapprochées, plus le pronostic il est mauvais. D'accord? Parce que généralement, ça devient réfractaire au traitement médical et ça répond moins au traitement, bien sûr, et le pronostic il devient mauvais. Sur ces épisodes d'insuffisance cardiaque aiguë, elles sont généralement favorisées par des facteurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amène le patient à décompenser sur le fond chronique? C'est généralement, on a des facteurs qui aggravent ou bien qui favorisent ces épisodes de décompensation. Parmi ces facteurs, on a l'écart du régime. Bien sûr, c'est le patient ne prend pas son régime. S'il y a un arrêt de traitement, s'il arrête son traitement, si on a par exemple une infection, si on a une embolie pulmonaire, si on a une anémie par exemple, si on a une accélération de la fréquence ou bien une diminution de la fréquence, c'est des facteurs délétères qui entraînent une décompensation de cette cardiopathie et qui devient de plus en plus rapprochée et va évoluer bien sûr vers l'insuffisance cardiaque réfractaire. Qui dit réfractaire dit elle ne répond à aucun traitement et elle peut aller jusqu'à la transplantation cardiaque et malheureusement le patient va finir par le décès bien sûr. Généralement c'est un tableau qu'on appelle le tableau d'Anazek, c'est un tableau œdémateux acétique, c'est-à-dire infiltration partout de toutes les séreuses, les membres inférieurs, une acide, un épanchement péricardique, un épanchement pleural, d'accord, avec un foie cardiaque et une insuffisance rénale généralement terminale. Donc voilà concernant l'insuffisance cardiaque droite. Et on va par la suite entamer la deuxième partie concernant le traitement de l'insuffisance cardiaque de manière générale.